Cet épisode du podcast du GCR vous est présenté par Michelin. La longévité est dans l'ADN de la marque Michelin, tout comme notre partenariat avec Renault qui dure depuis plus de 100 ans. Bonjour, nouvel épisode du podcast du GCR consacré au passage aujourd'hui d'un groupe et d'un réseau monomarque à un groupe de multi-enseignes et au multimarquisme. Nous recevons pour cela Olivier Lamiraud pour le GCR et Patrick Blain qui, avant de diriger le commerce monde du constructeur, a présidé aux destinées du commerce de Renault en France en succédant à la tête de la DCF à François Infray qui lui-même avait succédé à Luc-Alexandre Ménard. Nous sommes au milieu des années 90. Alors Patrick et Olivier, presque une tradition, un passage obligé pour nos podcasts. Faisons un petit retour en arrière sur vos premiers pas dans le commerce et la distribution automobile de Renault en France. J'ai été élevé dans un environnement Renault puisque mon père a exercé un certain nombre de fonctions, notamment directeur commercial France. Il a quitté Renault en 84, il était directeur commercial Monde. Moi, j'ai eu le privilège d'être à 24 ans concessionnaire à Nogent-le-Rotrou en 1979 et donc j'étais extrêmement attaché à Renault. À la DCZ de Tours, il y avait un concessionnaire à Bourges qui était particulièrement brillant qui s'appelle Philippe Dutilleux et qui a été président du GCR, qui m'a demandé de prendre la présidence de la commission commerciale. Et on avait beaucoup d'échanges. Et quand on échangeait sur l'avenir de la distribution, il nous semblait à l'époque déjà assez évident que ça passerait par le multimarquisme. En 86, je rentrais du Mexique et l'ingénieur qui sortait d'une construction d'usine de moteurs s'est retrouvé avec bonheur directeur de la succursale de Tours. Donc c'est là, dans une région où d'ailleurs travaillaient également Olivier Lamiraud et Philippe Dutilleux, que j'ai découvert la direction commerciale France, qui était à l'époque très monomarque. Je me souviens qu'à Tours, j'avais un agent qui était passionné d'Alfa Romeo et qui avait donc un panneau également Alfa Romeo, ce qui était formellement déconseillé, pour pas dire interdit. Donc je détournais chastement les yeux à chaque fois que j'allais visiter, et puis on parlait de Renault, et puis éventuellement d'Alfa Romeo, mais en dehors du bureau. Ce multimarquisme qui est une évidence aujourd'hui ne l'était pas du tout à l'époque. C'était pour autant pour vous le sens de l'histoire, et il y avait beaucoup de réticences de part et d'autre à l'époque. Renault n'avait pas assez confiance en lui-même et pas assez confiance dans son réseau, dans sa relation, pas tort. Et alors, je sais pas si on était rebelle, mais on était juste très rationnel. D'ailleurs, si je me souviens bien, Olivier, tu me corrigeras éventuellement, Philippe Dutilleux, c'était un ingénieur de formation. Moi aussi, et donc on a plutôt un penchant pour le rationnel. Et donc, c'est absolument rationnel que par la dimension économie d'échelle, on allait, d'une façon ou d'une autre, aller vers ça, que c'était ça la voie. Moi, je suis pas ingénieur, je suis autodidacte, donc je suis pas rationnel, mais je crois que j'ai du bon sens. Et le problème à l'époque, c'est que au milieu des années 90, parler de multimarquisme chez Renault, c'était un gros mot. Et alors, ce qui est amusant par rapport à ce que dit Patrick, c'est que le sentiment que moi j'avais, c'est que Renault considérait que, ayant le meilleur réseau de France, ce qui était vrai, et ce qui à mon avis est toujours vrai aujourd'hui, faire bénéficier de notre expertise d'autres constructeurs, c'était quelque part affaiblir Renault. Olivier, les concessionnaires à l'époque, on parlait bien des concessionnaires et pas simplement des patrons de groupe, et avec à une époque d'un mélange, d'un mix d'anciennes générations et de nouvelles générations comme toi, il y avait vraiment une vraie crainte au sein du réseau à se développer en dehors de son constructeur. Il y a beaucoup de concessionnaires qui voulaient franchir le pas mais qui n'osaient pas le faire. Et moi, très clairement, quand j'ai annoncé que je prenais Toyota et Volkswagen, le directeur du réseau de l'époque, et ça je l'ai su après, a fait un lobbying très fort en disant il faut qu'on sorte l'Amiro du réseau Renault pour l'exemple, parce que on sait que les digues elles vont céder, mais plus elles vont céder tard et mieux on se portera. Et si on laisse l'Amiro faire, c'est la porte ouverte aux autres. Pour la petite histoire, quand ce même directeur du réseau est devenu président du groupe Volkswagen France, je parle de Jacques Rivoal, avec un peu d'impertinence, je lui ai souhaité la bienvenue. Donc c'était assez chaud et on avait des collègues qui voulaient franchir le pas. Moi, je me souviens de collègues qui m'ont dit t'as de la chance d'être multimarque. Moi, j'ai voulu le faire, mais Renault a pas voulu. À un moment, il fallait être clair, quoi. Si on voulait le faire, il fallait le faire. Et je pense que Renault a senti ma détermination. À un moment, Renault m'a dit tu peux pas, c'est eux ou nous. Et je leur ai dit ça sera eux parce que je peux pas être allé voir Toyota et Volkswagen leur dire que je voulais travailler avec eux et au moment où ils me donnaient un contrat de leur dire non, c'est pas possible parce que Renault veut pas. Donc j'avais cette détermination, quitte à perdre le panneau Renault. Et je pense que comme nos résultats étaient plutôt bons sur Chartres, le bon sens et le DR de l'époque qui s'appelle Didier Lucien et qui a été certainement mon meilleur avocat, le bon sens l'a emporté et j'ai pu garder Renault en plus donc de ces nouvelles marques. Finalement, quelles étaient pour vous à l'époque
l'époque les forces d'un réseau très 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 multimarque et les avantages évidents pour un concessionnaire, un groupe à le devenir. Ce qui me paraissait évident, c'était l'aspect d'économie d'échelle sur un territoire donné. Philippe Dutilleux, de mémoire, l'avait fait avec plusieurs petites marques sur une surface géographique donnée. Bon, Olivier racontera son expérience à une autre dimension. Je crois que le deuxième aspect, c'est d'être moins sensible aux aléas dans le temps de telle ou telle marque. Les marques ont des cycles, les modèles ont des cycles, et effectivement, si on a 2, 3 ou plus de marques, on lisse tout ça et on a des résultats globaux, quand on fait la somme, qui sont plus constants. Pour appuyer ce que vient de dire Patrick, l'intérêt pour moi de faire du multimarquisme, c'était de pouvoir générer des économies d'échelle. C'était pas de faire du multimarquisme à l'opposé de ce qui était déjà mes bases, en l'occurrence l'agglomération de Chartres. Le deuxième intérêt, c'était d'avoir des marques qui soient en termes de volume significatives. Et le troisième intérêt, et ce qui a motivé mon choix, c'était de travailler avec des constructeurs qui aient une stratégie qui me semblait lisible, ou si je dois le dire différemment, que j'arrivais moi à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été voir Toyota d'une part. Il faut se souvenir que dans les années 90, Toyota, c'était comme les marques japonaises dans leur ensemble, moins de 5% du marché français, puisqu'il y avait des quotas qui avaient été fixés sur la pression de Jacques Calvé. Et Toyota, à l'époque, n'était pas le premier, c'était Nissan qui était le premier. Et le deuxième constructeur que je suis allé voir, c'est le groupe Volkswagen, parce qu'il me semblait là aussi qu'il y avait une stratégie de multimarquisme à travers le nombre de marques qu'ils étaient en train de développer, qui était intéressante. Au fond, il s'agit de mettre un petit peu d'industrie dans le commerce. On rationalise, on met en commun ce qui peut l'être, on travaille sur les achats, mais c'est des travails de nature industrielle, ça. C'est ça aussi le multimarquisme. Quand on fait du multimarquisme sur une zone géographique qui est donnée, les vraies économies d'échelle, on peut les faire par exemple sur une carrosserie commune. À Chartres, aucune de nos concession de notre carrosserie. On a une carrosserie industrielle, entre guillemets, avec des taux de productivité bien meilleurs. On a un centre de préparation commun sur l'ensemble de marques, stockage et préparation. Là aussi, on prépare beaucoup plus de voitures à l'heure que ce qu'on peut faire dans une concession. Et puis, il y a évidemment toutes les négociations qu'on peut avoir au niveau des achats à partir du moment où on mutualise tout ça. On en arrive aux décisions risquées tout de même de Louis Schweitzer et de son comité exécutif. C'est avec tout d'abord le rachat de Nissan et la mise en place de l'Alliance, et celui juste après du rachat de Dacia et quelques années plus tard de la commercialisation en Europe et en France de ces produits. Alors peut-on dire qu'avec Nissan, les digues du monomarquisme vont sauter, et puis c'est l'ouverture avec Dacia vers le multi-enseigne pour tout le réseau? Au moment où j'ai pris ma décision, c'était pas extrêmement clair. Ça a été conforté par l'annonce qu'a faite le président Schweitzer en mars 98 de l'alliance avec Nissan. Mars 99, pardon. Moi, j'ai fait mon annonce auprès de Renault sur le fait que je devenais multimarque au même moment. Et un de mes arguments, c'était de dire, ce que vous faites en termes de multimarquisme, vous pouvez pas empêcher un distributeur de le faire. Le déclencheur de l'alliance avec Nissan, si tu veux, a débloqué mentalement les esprits. On a parlé tout à l'heure de l'esprit monomarque. Avec Nissan, d'un seul coup, il n'y avait plus d'obstacles, puisque on était avec des cousins, en quelque sorte. Et après ça, on a continué avec Dacia de façon, je trouve, assez astucieuse, très pragmatique, en partant de Dacia by Renault, un corner, et puis petit à petit, au fur et à mesure que la gamme s'est étoffée, des installations autonomes, même si le back-office, l'atelier pouvait être commun. Donc, avoir moins de partenaires et plus solide, et donc multimarque, c'était vraiment la voie royale qu'on a commencé à mettre en place de façon officielle, cette fois, à partir des années 90, quoi. Au départ, il n'était pas évident que Dacia soit commercialisé en Europe. Et je me souviens qu'un des arguments qui avait été donné à Louis Schweitzer, c'était de lui dire, mais si on ne le fait pas à travers un réseau, il y aura des importations parallèles, donc autant maîtriser les choses. Et je crois que l'ensemble du réseau a tout de suite adhéré parce que on voyait l'intérêt de la complémentarité entre la gamme Renault et la gamme Dacia. Assez vite, moi j'ai pensé que à partir du moment où les volumes commençaient à devenir significatifs, il fallait que le client Dacia se retrouve dans un environnement qui soit le sien. Parce qu'au tout début, je me souviens que les clients Dacia, ils venaient acheter une voiture chez Renault en s'excusant presque de n'acheter qu'une Dacia. Et le fait de les mettre dans un environnement qui soit totalement l'environnement Dacia, je pense que les clients se sentaient beaucoup plus à l'aise et que ça permettait de faire de meilleures performances. Le réseau Renault en France était surpuissant. Donc ils ont foncé sur l'aventure Dacia, c'était rien, quoi. Dans d'autres pays où le réseau Renault est moins puissant, ça a été moins évident. Et ça s'est fait rapidement. Et quand les pays européens ont vu ce qui se passait en France, et puis la gamme, en fait c'est le produit, c'est la gamme qui s'étoffait. Finalement c'est par le produit que, après ça, tous les pays s'y sont mis joyeusement, quoi.
Aujourd'hui, le groupe, c'est 4 marques, Mobilis, Renault et Dacia. Et puis la quatrième, Alpine. Et vous avez vécu l'un et l'autre les moments de sa renaissance il y a quelques années. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui risque ou opportunité? Et Olivier, on va commencer par toi parce qu'on connaît ton investissement et ton amour pour le sport automobile. Moi, je voudrais juste te rappeler que Carlos Tavares a eu la gentillesse, quand il a décidé de relancer la marque Alpine, il a créé ce qu'il a appelé l'Alpine Advisory Board, qui était constitué d'une dizaine de personnes ayant vécu l'épopée Alpine, et il souhaitait que l'ADN d'Alpine soit conservé, et il connaissait mon attachement à la marque, le fait que j'ai couru avec des Alpines, et il m'a intégré dans ce board. Et très vite, à travers l'expérience que je pouvais avoir du groupe Volkswagen, moi j'ai pensé qu'il fallait que Alpine soit traitée comme une marque autonome par rapport à Renault. Et je me souviens même de discussions un peu houleuses qu'on a eues au moment de la distribution, où on parlait de comment est-ce qu'il faut distribuer ces produits, et où moi j'étais un fervent partisan d'un réseau totalement autonome. Ça n'a pas été complètement le cas, mais en tout cas, ce qui était important, c'était que les centres Alpine aient des showrooms qui soient totalement indépendants de la marque Renault, parce que de la même façon qu'on n'imagine pas un client Porsche aller acheter sa voiture chez Volkswagen, on ne pouvait pas imaginer qu'un client Alpine aille acheter sa voiture chez Renault. J'ai toujours été un peu réservé sur l'idée d'un réseau à part, et donc pour moi la condition qui, si j'ai bien compris, est dans la tête de Luca De Meo, qui est d'avoir au fond un début de gamme, en tout cas plus d'un modèle. À ce moment-là, c'est une opportunité magnifique. Pour moi, c'est une opportunité formidable parce que Alpine, dans l'esprit des gens, est quand même très lié au groupe Renault et bénéficie d'une image qui est très supérieure à celle de la marque Renault. Et donc, je suis convaincu que le développement d'Alpine va tirer l'ensemble du groupe Renault vers le haut. Olivier et Patrick, on ne peut pas se quitter sans évoquer votre relation à l'époque et aujourd'hui votre collaboration professionnelle entre Réseau GCR et la DCF, le constructeur. Patrick, on commence par toi et Olivier pour conclure. Nous étions tous engagés, et Monsieur Bader, GCR aussi, autour de projets et de la marque. Parce qu'au fond, les deux mamelles, la relation avec le réseau, c'est vraiment l'écoute mutuelle et la confiance mutuelle. Et ça va de pair, parce que si on écoute sans confiance, ça sert à rien. Je dois dire que ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une relation très ancienne, parce que quand Patrick a été nommé à la succursale de Tours, il le rappelait, on avait vraiment une proximité, et on savait pas ce qu'il allait devenir dans le futur. On avait une proximité parce que c'était quelqu'un qui était différent. Donc quelqu'un de différent, c'est déjà quelqu'un qui est intéressant. Cette proximité, elle s'est jamais transformée en copinage quand il a été aux affaires à la direction commerciale. Je veux dire, chacun défendait ses propres intérêts. Et la petite anecdote que j'ai, elle n'est pas chez Renault. Mais j'étais président de la branche concessionnaire du CNPA quand lui était président du CCFA. Et évidemment, là aussi, chacun défendait ses intérêts. Et moi, je défendais en particulier notre intérêt dans le cadre du règlement d'exemption. Et un jour, on a eu une discussion, et Patrick, qui est quelqu'un d'assez placide malgré tout, à un moment, mais s'est mis, je me souviendrai parce que c'était à table en plus, au siège du CCFA, et il est parti dans une espèce de colère après moi, parce que j'avais des positions qui n'étaient pas celles du CCFA. Et je veux dire, ça m'avait surpris, ça m'avait plutôt amusé, et je crois que ça avait renforcé ce que moi je considère, en tout cas depuis le temps, comme une amitié profonde. Patrick, Olivier, merci beaucoup pour votre franchise et j'allais dire la justesse de vos propos de la part, si je peux me permettre, de deux précurseurs du multimarquisme, si ce n'est, et en toute sympathie je vous le dis, de deux rebelles qui ont fait vraiment avancer les choses. Merci beaucoup. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Michelin. La longévité est dans l'ADN de la marque Michelin, tout comme notre partenariat avec Renault, qui dure depuis plus de 100 ans.